Oui, bonjour tout le monde. Première chose, merci beaucoup pour cette invitation. On n'a pas beaucoup d'opportunités pour parler de parasitologie. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de vous convaincre que c'est un problème croissant au Québec qu'on doit apporter attention. Donc, comme vous voyez, j'adore le Québec. Je venais d'Espagne et j'ai décidé de rester ici. Un des coins que j'aime beaucoup, c'est la Gaspésie. Donc, voilà, la petite introduction. Donc, pour débuter, je sais que normalement, les gens le font à la fin. Je vais remercier mon équipe de travail. Donc, vous savez ici des différents étudiants que nous avons à la faculté de médecine vétérinaire et les techniciens du laboratoire de diagnostic en parasitologie. Donc, je vais vous dire seulement deux mots du service de diagnostic. Nous sommes le seul laboratoire universitaire de diagnostic vétérinaire en parasitologie au Québec. Donc, nous avons accès à toutes les données des parasites dans toutes les espèces et que nous sommes remis à notre laboratoire. Donc, nous sommes une source d'information très utile pour vous. Donc, si vous avez des questions, des demandes, nous sommes là pour vous. Donc, ici, vous avez une liste de différents tests que nous faisons et 3 de nos 4 techniciens avec moi. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter c'est quoi le parasitisme, parce que les gens connaissent pas mal déjà les bactéries, mais les parasites sont des choses qu'on a laissées un peu dans un coin et on a oublié. Et on commence à voir avec la maladie de Lyme que c'est transmis par des tiques. Donc, ça commence à monter un peu l'importance des parasites au Québec. Mais il y a des autres choses qui sont aussi importantes, ou des fois je dirais plus. Donc, en parasitologie, comme vous savez ici, on a plus de 50 médicaments qu'on utilise au Québec et les médicaments les plus vendus en médecine vétérinaire sont des antiparasitaires. Donc, ça vous donne déjà une idée de l'importance des parasites. Donc, si on parle d'animaux, presque tous les animaux que vous savez, soit des productions ou des animaux de compagnie, vont être parasités au moins une fois dans sa vie. Il y a des autres qui sont constamment parasités. On va trouver plein de parasites au Québec. Donc, ça, c'est le premier message. Et il y a plein d'espèces de parasites qui peuvent être transmis entre les animaux et l'être humain. Donc, on va avoir des parasites qu'on appelle zoonotiques. Donc, ici, j'ai mis une carte mondiale avec les tendances des maladies infectieuses émergentes. Parce que normalement, les gens me disent, OK, au Québec, au Canada, aux États-Unis, nous n'avons pas de problèmes parasitaires. C'est en Afrique, c'est en Amérique du Sud où sont tous les problèmes. Donc, je vous montre les tendances mondiales où tout est concentré en Europe et en Amérique du Nord. Donc, ça peut expliquer par les changements climatiques, le flux des migrations, la vente d'animaux et le mouvement global. Si vous regardez les graphiques que vous avez à droite, on peut voir la tendance des différents micro-organismes, donc des bactéries, des virus et des parasites. Les parasites vont inclure les protozoos, les champignons et les scelmats, donc les vers. Et vous voyez, il y a un déclin des bactéries. On a développé de très bons médicaments, de très bons antibiotiques. Et par contre, on a utilisé d'une façon un peu négligeable, comme vous savez déjà. Donc, on a des cas de résistance. Mais quand même, on était capable de contrôler les infections bactériennes. Par contre, les parasites, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ont monté énormément et on n'a rien fait. Donc, actuellement, il y a plein de maladies émergentes et des autres maladies qui étaient presque éradiquées, qui sont en train de réémerger. Donc, on a des rotavirus, des parasites comme la cryptosporidiose, la giardiose, la babésiose, et on a aussi des bactéries comme la maladie de Lyme qui sont en train de nous attaquer présentement. Ça ne se comprend pas trop bien parce qu'on a amélioré nos conditions de vie, on a des meilleurs hôpitaux, des meilleures conditions de santé. Et un autre message que je veux passer, c'est qu'on a oublié les pays en voie de développement. Donc, on a des maladies qui sont négligées pour nous, mais qui commencent à être des maladies émergentes dans des pays développés comme le Canada. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'approches intégrées. Donc, la première approche intégrée, c'est l'approche Une seule santé, donc en One Health en anglais. Et ça vient nous dire que la santé des êtres humains et des animaux sont vraiment interliés aux écosystèmes. Donc, il y a eu un accord tripartite entre la FAO, l'OMS et la OIE en 2010. Ils ont créé cette espèce de parapluie qui montre les acteurs qui vont jouer un rôle pour protéger l'environnement, les animaux et les êtres humains. Donc, dans ces parapluies, vous avez des agronomes, des médecins, des vétérinaires. Donc, c'est notre rôle de protéger pas seulement les animaux, mais aussi les êtres humains et notre planète. Donc, c'est un message un peu idyllique. Je ne sais pas le mot en français. C'est un très... quelqu'un peut m'aider, c'est un message très... Bon, c'est une espèce de rêve qu'on veut avoir, idéaliste, merci beaucoup, mais c'est vraiment ça que nous avons besoin, parce que, comme vous savez ici, chaque année, les zoonoses, les maladies qui sautent des animaux à l'homme et de l'homme à les animaux, vont tuer 2,2 millions de personnes, et on a 2,4 milliards de personnes qui sont à risque et des malades. Donc, la menace des pandémies, c'est toujours là.
Donc, un des parasites les plus représentatifs de ces concepts d'une seule santé, c'est Cryptosporidium, l'agent causant de la cryptosporidiose. Donc, on voit qu'il y a des animaux de rente, comme les vaches, qui vont être affectés. Il va y avoir des transmissions et des contaminations de l'environnement. Donc, ça va arriver à contaminer les lacs, les terrains, l'eau. Et ça va affecter les êtres humains, mais aussi les animaux de compagnie qui peuvent jouer un rôle aussi dans la transmission. Donc, ça vous donne une idée de la complexité de ce sort de parasites et pourquoi nous avons besoin d'une lutte intégrée. Et je me permets de mettre un tableau. Ça, c'est Athènes, il y a 2400 ans. Et il avait une population d'autour de 315 000 personnes à l'époque, mais il a eu une espèce d'épidémie. Et un an plus tard, un tiers de la population est mort. Donc, c'était causé par un parasite. C'était l'agent causant du paludisme, la malaria. Donc, après, je vais revenir. Vous pensez que ça, c'est trop loin, mais ça peut arriver aujourd'hui. Donc, quand on parle des parasites zoonotiques au Québec, on trouve, j'ai mis ici seulement celui-là qui affecte les petits animaux. Donc, on a différents parasites, soit des vers, donc les nématodes et les cestodes, ou des parasites protozoaires, qui sont presque des bactéries, et qui vont causer des problèmes chez les animaux, mais vont être transmis vers l'homme. Donc, la prévalence et l'expansion au Québec, c'est inconnu, parce que ça nous manque d'informations. On commence à faire plusieurs thèses, on commence à avoir plus d'informations, mais on n'a pas encore rendu au point d'être capable de vous donner un support, un conseil parfait. Donc, on cherche une bonne gestion pour améliorer la santé animale, mais aussi la santé humaine. Donc, quand on parle de parasitisme, on parle vraiment d'un iceberg. On voit tout le temps la maladie clinique, donc on peut voir qu'est-ce que l'animal est là. Mais ça, c'est seulement la petite pointe, parce que normalement, on a une maladie sous-clinique qui va affecter énormément les taux de croissance, la santé générale et la reproduction des animaux. Donc, ça va générer des coûts énormes en termes de coûts vétérinaires et de pertes de productivité pour les producteurs du Québec. Donc, les parasites vont faire des dommages, mais des fois, vous pouvez avoir 2, 3 parasites et ça ne fait rien à l'animal. Donc, on ne cherche pas des animaux sans parasites, on cherche des animaux qui soient capables de tenir des niveaux acceptables de parasitisme pour avoir un bien-être, mais aussi de hautes performances à la ferme. Donc, maintenant, je veux commencer à pointer les gens, des coupables. Donc, les parasites dans la nature ne sont pas un problème. Il y a plein d'animaux qui sont parasités. Il n'y a pas de maladies visibles. C'est nous, l'être humain, quand on a commencé avec l'industrialisation, l'utilisation la création des fermes, l'introduction d'agents antiparasitaires, qui a débalancé l'équilibre naturel entre les parasites et les animaux. Et les parasites sont devenus hyper agressifs et résistants pour être capables de coloniser les animaux qui étaient un peu boostés avec les agents antiparasitaires. Donc, c'est le moment maintenant où nous devrons corriger les problèmes, la situation que nous avons créée pendant toute cette année. J'ai mis ça pour faire peur. Ici, vous savez un arbre de la vie. Et vous savez, les métazoaires sont des animaux. Donc, vous savez des différentes espèces. Et en bas, dans la rangée en bas, vous savez le nombre d'espèces dans ces groupes-là qui sont des parasites. Donc, si vous regardez les nématodes, donc les vers rondes, on connaît plus de 23 000 espèces de nématodes et 15 000 sont des parasites. Donc, actuellement, au Québec, on a autour d'une trentaine de nématodes, mais à cause des changements climatiques, il y a de nouveaux nématodes qui sont en train d'arriver, qu'on ne connaît pas, qui sont des biologies différentes, qui vont avoir besoin de nouveaux médicaments. La même chose pour les protozoaires. Ici, je vous ai mis les protozoaires les plus connus. Vous savez, la toxoplasmose, la cryptosporidiose, la giardiose. Donc, ce sont des parasites présents au Québec, en plus des autres mois, mais sont quand même importants. Donc, en général, ça, je fais un aide-mémoire pour vous, et c'est une nouvelle chose pour plusieurs, j'imagine. C'est la façon facile de classifier les parasites. On va avoir 7 groupes, et chaque groupe va avoir des spécificités très différentes. Donc, les traitements et la façon de les gérer, c'est différent. Donc, on ne peut pas parler, comme dans le cas des bactéries, avec quelques différences. Mais le monde des parasites, c'est énorme, c'est très vaste. Donc, on a besoin des approches très différentes, indépendantes de chaque parasite. Donc, ça, c'est une nouvelle que les gens, mes étudiants m'ont dit on écoutait une très bonne nouvelle. À cause des changements climatiques, un tiers des parasites vont mourir d'ici à 300. Donc, ça, c'est dramatique. C'est vraiment un problème. Dans les écosystèmes, les parasites sont en train de contrôler la population des restes d'animaux. Et les parasites sont les organismes qui sont en train de driver l'évolution de tous les êtres vivants. Donc, ça, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle parce que les parasites restants vont être les parasites les plus adaptés et les plus agressifs. Donc, je ne veux pas faire perdre, mais c'est un peu l'histoire que nous savons. Et entre les parasites les plus dangereux,
Et je vais prendre ça comme exemple pour parler des résistances. Nous savons les maladies tropicales négligées. Vous direz, ça ne nous touche pas. Nous ne sommes pas un pays tropical. Bon, il y a eu déjà des cas de malaria à Montréal à cause de l'effet del Niño qui est monté. Il y a des courants de vent qui amenaient des mosquitos qui infectaient des gens avec de la malaria. Donc, ce n'est pas aussi loin. Et avec l'immigration, moi je suis immigrant, mais je n'ai rien amené, je pense. Et on n'a vraiment pas des solutions ou des plans de contingence quand le problème ça va arriver. Donc ici, vous savez, et c'est vraiment des chiffres décevants, c'est le nombre de personnes au monde qui sont affectées pour ces maladies. Donc vous savez, des parasites qui affectent des millions de personnes qui sont en train de tuer toujours. Donc il n'y a pas de vrai investissement dans ces pays. Et les maladies qui sont négligées, après, vont être émergentes dans différents pays comme les États-Unis et le Canada. Vous direz, oh, c'est certain que les gouvernements et les pharmaceutiques sont en train de développer des solutions. Bon, vous vous trompez. Et ici, vous avez une liste avec tous les produits qui étaient développés depuis l'année 1975 pour traiter ces parasites-là. Et il a été approuvé, je pense, autour de 1400 médicaments en total, mais seulement 1% de ces médicaments étaient pour traiter les parasites. Donc ici, vous savez, les dernières étaient la miltefosine pour la leishmaniose, mais on a utilisé tous ces produits pendant beaucoup de temps. Et maintenant, tous les souches, beaucoup de parasites sont devenus résistants. Et on n'est pas capable de développer des vaccins. Donc, nous sommes dans une situation, je ne vais pas dire dramatique, mais quand même préoccupante. Je vais simplement parler de ces parasites pour illustrer ces situations. Et ici, vous savez, la leishmaniose. Donc, c'est une maladie qu'on connaît très bien en Europe. Maintenant, elle commence à être très connue aux États-Unis. Il y en a déjà des cas au Canada. Et c'est une maladie qui va être transmise par un moustique qui va piquer, va injecter les parasites, qui va rentrer dans les globules blancs de l'autre, de l'animal, soit l'homme ou les chiens, et va causer de forts dommages dans les foies et la rate. Donc, un nouveau moustique, quand va piquer l'animal ou la personne, va prendre les parasites, il va les transmettre à un nouveau animal. On a fait vraiment un problème avec ces parasites-là en Europe, en Asie, en Inde, parce qu'on n'avait pas trop de traitements. Donc, on a traité les animaux avec les mêmes molécules qu'on utilise pour traiter les personnes. On a généré des souches résistantes chez les animaux qui étaient après transmis vers l'homme. Donc, ça nous a montré les risques des fois de traiter les animaux et les personnes avec les mêmes molécules. Aussi, ces molécules qu'on utilise depuis la Deuxième Guerre mondiale, donc ça a accumulé beaucoup dans l'environnement et ça a causé beaucoup de résistance. Donc, ça a été en 2012 une carte de l'OMS de l'expansion de la leishmaniose, mais je veux que vous fassiez attention à la carte en Europe. Et en rouge, vous savez, elles sont vraiment endémiques, donc en Espagne, c'est déjà une région endémique, mais il y avait des pays qui étaient froids, qui pensaient que les moustiques n'arriveraient jamais, sont déjà affectés. Même en Finlande et en Norvège, à cause des voyagements, on a plein de cas de leishmaniose. Donc, je vois que vous me regardez un peu sceptique. Donc, pour les cas au Canada, si vous voyez ici, déjà depuis l'année 2000, il commençait à y avoir des cas de leishmaniose chez les foxhounds à New York. Donc, les changements climatiques ramenaient des moustiques. Encore plus préoccupant, les gens voyageaient avec ces chiens pour faire des expositions, pour faire des breeding, des crossements en Europe. Donc, ils ont ramené des parasites qui maintenant sont dans les chenilles. Donc, ce sont des parasites qui vont se transmettre avec des transfusions sanguines dans l'accouplement des chiens. Donc, on a peur que peut-être, dans un certain nombre d'années, on va avoir ces maladies déjà de façon endémique au Québec. Donc, je ne veux pas vous faire peur, c'est un exemple d'expansion des maladies qu'on commence à voir ici au Canada. Tout ça me ramène à que la parasitologie, pour nous, c'est vraiment un gros défi, mais nous avons besoin urgent de lutter contre toutes ces maladies zoonotiques. Parce que normalement, on n'a pas de traitement, on n'a pas de vaccin, et les outils de recherche que nous avons sont vraiment dans des états précoces, et ça manque beaucoup d'investissement et de connaissances. Donc, je vois normalement que les médias sous-dimensionnent beaucoup les parasites. On parle tout le temps de résistance antimicrobienne, mais jamais des parasites. Je me demande aussi où sont les gouvernements pour soutenir ces problématiques. Finalement, je vais remarquer qu'à la faculté de médecine vétérinaire, un de nos piliers, c'est l'approche une seule santé. Donc, ça s'applique énormément à la parasitologie. Donc, c'est très important d'intégrer les animaux, les êtres humains et l'environnement. Bon, ça fait un peu le tour de la problématique des parasites. Maintenant, je vais parler brièvement des médicaments et résistance aux antimicrobiens. Donc, ce n'est pas un cours de biochimie, ne vous inquiétez pas. Je vais parler des modes d'action des médicaments, et des médicaments avec une action moléculaire, structurelle, métabolisme énergétique, et des autres médicaments qui sont des neuromédiateurs.
La première chose qui va vous choquer, c'est qu'un antiparasitaire d'action moléculaire, c'est le métronidazole, c'est un antibiotique. Donc on utilise des antibiotiques pour traiter les parasites, parce que les parasites protozoaires sont très semblables à bactéries. Donc des fois, on peut générer la résistance chez les parasites en traitant des infections bactériennes. Donc ça, c'est très important à garder en tête. Donc, on a aussi des médicaments d'action structurelle, donc qui vont inhiber la polymération, comme vous savez ici, de la tubuline. Donc, les parasites ne peuvent pas se diviser. On utilise pour des protozoaires, mais aussi pour des nématodes. Et nous avons des autres produits qui vont permettre que le système immunitaire de l'animal attaque mieux les parasites. Donc, il y a toutes sortes de médicaments donc, dans la perturbation des métabolismes énergétiques. Donc, ça va arrêter l'activité des parasites et va inactiver les parasites. Donc, vous voyez, il y a seulement 4 familles d'antiparasitaires et il essaye d'évisser toutes les familles de parasites. Et le premier message à tout ça, c'est qu'on ne peut pas tuer tous les parasites avec un même médicament. Donc, on a besoin de médicaments spécialisés pour chaque famille des parasites. Donc ici, vous savez, les médicaments qui font l'interférence avec des neuromédiateurs et sont des parasites qui vont une espèce de congélation du parasite, de son métabolisme, mais il peut être aussi toxique pour les animaux. Donc on n'utilise pas suivant. Donc qu'est-ce qu'on cherche comme antiparasitaire? On va chercher tout le temps un médicament qui soit sécuritaire pour les animaux, qui soit facile à administrer et qui ne laisse pas de résidus, soit dans la viande, soit dans le lait. Et les points 4, c'est vraiment un point que c'est impossible d'avoir, c'est des médicaments sans apparition de résistance. Donc, on n'arriverait jamais à avoir un médicament sans apparition potentielle de résistance. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser bien nos médicaments? Donc, la première chose, c'est faire un bon diagnostic, savoir qu'est-ce que l'animal est là, et essayer de faire les traitements les plus ciblés possibles. Donc, on doit connaître très bien la biologie des parasites. Donc, malheureusement, en médecine vétérinaire, les étudiants, ils n'avaient pas beaucoup de charges en parasitologie. Ça commence à changer parce qu'au niveau mondial, ça commence à donner plus d'importance aux parasites. Donc, on doit être familiarisé avec tous les médicaments qui sont sur le marché. On doit se méfier des fois des publicités. On doit bien lire les étiquettes et savoir comment on doit utiliser les médicaments. Et ça semble bête, mais on doit être certain que l'animal a pris bien sa dose, parce que des fois, on sous-dose nos animaux, ça génère de la résistance d'une façon plus rapide. Donc, normalement, les programmes antiparasitaires cherchent à diminuer la contamination de l'environnement, ça c'est très important. On cherche des animaux qui deviennent résistants de façon naturelle aux parasites, donc on ne veut pas utiliser beaucoup d'antiparasitaires, mais quand même tenir un niveau contrôlé. Et toutes les charges parasitaires que les animaux vont avoir doivent garantir quand même que l'animal a un état de santé correct et qu'il soit capable d'avoir de bonnes performances. Le problème à tout ça, c'était la résistance. Donc, ils sont apparus des parasites qui sont capables de résister les doses thérapeutiques qu'on donne comme traitement à nos animaux. Donc, il y a plein de conséquences avec la résistance. Je sais que vous êtes familiarisés avec l'antibiorésistance, donc c'est à peu près la même chose. Donc, on va avoir beaucoup de souffrances animales à cause de la maladie, mais aussi des coûts. On va avoir des coûts directs pour le diagnostic et le traitement, mais aussi à cause de la mortalité. Et il va y avoir des pertes économiques indirectes qui vont être liées à la baisse de productivité ou à l'incapacité de travail. Si on a un graphique, ça c'est pour les moutons qui portent des parasites résistants, on peut voir que quand 5% de la population des parasites est résistant, on ne voit pas d'effet sur la production du troupeau. Par contre, entre 5 et 50% des animaux infectés avec des parasites de résistance vont nous donner des pertes économiques et des performances réduites, mais on n'est pas capable encore à ce point-là de bien détecter la résistance. Et c'est quand on arrive aux 50%, que c'est déjà un peu trop tard, qu'on est capable de mettre en évidence la résistance et les animaux sont vraiment avec une mauvaise performance, même en train de mourir. Donc, la résistance est vraiment très connue pour les antibiotiques. Les premiers parasites qui étaient identifiés comme résistants, c'était Plasmodium, donc l'agent qui va causer le paludisme, qui est devenu résistant à la quinine, et aussi les insectes qui sont devenus résistants au DDT et des autres substances. Donc, j'aime bien mettre ces photos-là, parce qu'à l'époque, c'était la façon de gérer la malaria, le paludisme. On prenait les DDT, on mettait partout, le gouvernement trouvait ça correct. Donc, bon, c'était comme ça qu'on contrôlait. Donc, il y a eu beaucoup de cas d'intoxication après, mais aussi des parasites qui sont devenus résistants très rapidement. Donc, ça vous montre que les façons de penser changent rapidement et on a besoin de s'adapter.
Ici, vous savez des différents produits qui s'utilisent pour traiter des maladies parasitaires. Vous savez l'hôte, les moutons, le cheval, et surtout l'année d'introduction de la molécule et l'année dans le premier cas de résistance était reportée. Donc, il y a des médicaments comme le thiabendazole, que déjà 3 ans après l'introduction, on avait des cas de résistance. Donc, c'est une évolution très, très rapide et parce qu'il n'était pas surveillé. Donc, il y a eu comme des autres produits que j'ai nommés ici, comme l'ivermectin et l'électron macrocyclique, qui étaient très, très efficaces. Donc, les producteurs et les vétérinaires ont oublié des autres méthodes de contrôle des parasites qu'ils faisaient avant, parce que ça a été efficace et ça a été facile. Malheureusement, maintenant, les populations de parasites ont changé rapidement avec la présence de ces molécules et les antihelminthiques sont devenus pas efficaces. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont accélérer l'apparition des résistances, dont la génétique et la biologie du parasite. Le facteur de gestion, ça c'est très important. Donc, si les producteurs traitent beaucoup, et s'ils traitent tout le troupeau, et ils ne font jamais des parasitages stratégiques, des fois il y a des sous-dosages. Donc, on est en train d'essayer de changer tout ça. Donc, ici, j'ai mis un tableau qui montre aussi des différentes espèces de parasites et la vitesse à laquelle apparaît la résistance. Donc, chez les protozoaires, les plus rapides sont les coccidies, donc ça sont très importants pour la production des poulets. Et aussi chez les moutons, mais c'est vraiment dans toutes les espèces. Et nous avons dans les nématodes, nous avons l'exemple d'un Haemoncus que je vais utiliser plus tard pour illustrer les problèmes de la résistance. Et vous êtes très familiarisé avec les cycles d'apparition de la résistance aux antibiotiques. Donc, j'ai mis ici un bel dessin, un beau dessin. Donc, on voit qu'on traite nos animaux, on traite les humains avec des antibiotiques, et ça fait un pool de gens qui portent des bactéries résistantes, et ça génère un grave problème. Donc, c'est la même chose pour les vermifuges. Donc, nous savons la même chose pour les parasites, mais personne ne parlait jusqu'à date. Donc, on doit commencer à penser qu'on a un problème de parasitisme. Donc, j'ai mis ça simplement pour expliquer le mécanisme de résistance chez les bactéries. Donc, vous savez, une bactérie résistante en orange, on appelle un plasmide qui contient des gènes de résistance aux antibiotiques. Donc, il va être capable d'échanger ces plasmides avec une bactérie sensible. Donc, il va transférer le matériel et l'autre bactérie va devenir résistante. Donc, après ça, les bactéries vont se diviser et toutes les bactéries descendantes vont être résistantes. Dans le cas des bactéries, quand on réduit la pression d'antibiotiques, les bactéries peuvent perdre ces plasmides et devenir sensibles. Donc, un arrêt d'utilisation d'antibiotiques peut aider à récupérer des phénotypes des bactéries sensibles. Chez les parasites, c'est une chose un peu plus compliquée. Normalement, la résistance chez les parasites va être transmissible de façon héréditaire. Il va y avoir plein de mécanismes sous-jacents très variés et va apparaître dans plusieurs générations. Vous n'allez pas voir la résistance tout de suite comme chez les bactéries. Ça prend du temps. Et le message le plus préoccupant, c'est que va affecter tous les produits qui sont sur le marché. Ça semble trop compliqué, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment simple. Vous savez, une population de parasites protozoaires, il y a des parasites qui sont des résistances naturelles aux vermifuges, donc en différentes couleurs. Et si vous regardez en bas, si on traite avec les vermifuges A, et les parasites rouges qui sont déjà résistants aux vermifuges vont résister et vont se diviser comme des bactéries. Donc, il va y avoir une division rapide. Il va rester aussi dans la population protégée par l'effet masse des parasites aussi résistants à vermifuges B et C. Donc, après, on va faire des traitements subséquents avec ces vermifuges et à la fin, on va se rendre avec des souches multirésistantes. Donc, on a vu ça pour plusieurs parasites protozoaires. C'est pour ça que maintenant, on commence à recommander des traitements combinés avec plusieurs molécules pour essayer de tuer en même temps tous les parasites indépendamment des sortes de résistants qu'ils sont. Ça c'est la partie facile. Maintenant, c'est compliqué un petit peu. Maintenant, nous avons les vers. Les vers sont des parasites de grandes dimensions que vous pouvez même voir à l'œil nu. Et les parasites, les vers ronds, ils ont besoin de s'accoupler. Ils ne sont pas une division directe, donc ils sont des sexes, ils s'accouplent, il y a une femelle, il y a un mâle. Donc il y a un échange de matériel génétique entre eux. Donc il y a plusieurs facteurs, comme vous savez ici, qui vont jouer un rôle dans l'apparition des résistances. Et c'est le flux des gènes que c'est très important, et aussi le temps de génération. J'ai mis 4 exemples pour illustrer ça. J'espère que vous allez bien comprendre. Donc vous avez ici un ver femelle et un ver mâle. Et ici, nous avons un gène qui peut donner potentiellement la résistance. Donc, pour chaque gène, on a une couple de chromosomes. Donc, un porte un gène sensible, un autre un gène résistant. Donc, pour s'accoupler, ils vont se diviser en deux.
La même chose pour les mâles. Donc, il va y avoir une combinaison de deux, comme ça. Ça, c'est des génétiques de base. Donc, à la fin, on va avoir 4 sortes de descendants. Et on va voir déjà dans la première génération, en 50% des parasites qui vont être sensibles et peut-être tolérants aux vermifuges. Donc, ce sont des modifications dans l'ADN, dans les chromosomes des parasites, que c'est presque impossible de révertir. Si on a une couple, dans les deux, il y a déjà un cas, un allèle de résistance, et ça couple, on va avoir déjà un 25% de la population finale qui va être résistant aux vermifuges, et on va avoir un 50% qui vont être déjà sensibles, tolérants, et seulement un 25% qui va être sensible au traitement. Donc, ça vous donne déjà une idée des dangers de ne pas surveiller la sorte de parasites que nous avons dans nos troupeaux, dans nos animaux. Et finalement, c'est un parasite très résistant, la problématique c'est encore plus grave. Ça a été quand la résistance est un facteur héritable, pas dominant, mais des fois, il y a des résistances que si on a un seul allèle, ça donne déjà la résistance. Donc, c'est encore plus dangereux. Donc, nous avons une femelle résistante et un mâle sensible, ils vont s'accoupler. Et déjà, dans la première génération, les 50% de la population va être fortement résistant aux vermifuges. Et si nous avons une femelle avec les deux allèles résistants, les 100% de la population dans une première génération, ça va être résistant. Vous devrez penser que les vers vont s'accoupler et qu'un animal infecté peut pondre jusqu'à 100 000 œufs par jour. Donc, c'est très important. Si les 100 000 œufs sont des parasites résistants, ça va faire une propagation très rapide de la résistance. Bon, ici, ça a été des pratiques qui étaient utilisées au Québec jusqu'à date de façon très répandue. Donc, une vermifugation mensuelle, vermifuger avant la reproduction, avant l'agnelage. Donc, ce sont des choses qu'on commence à ne pas recommander. Maintenant, on commence à recommander à faire une vermifugation sélective. On doit savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'animal, est-ce que c'est résistant, est-ce que c'est un problème, est-ce qu'on doit traiter. Donc, ça mène à l'importance de faire des tests diagnostiques. Donc, il y a 5 raisons pour supporter les tests diagnostiques qui ne sont pas faits de façon courante au Québec. Donc, on doit faire pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'animal. On ne peut pas continuer à donner des médicaments sans savoir qu'est-ce qui est en train d'affecter nos animaux. Des fois, les vétérinaires ont la difficulté pour diagnostiquer une maladie parce que les symptômes sont pareils entre plusieurs parasitoses. Donc, c'est très important de faire un test pour dépister les parasites qui sont en train d'affecter les animaux. Aussi, pour essayer de choisir les meilleurs médicaments et éviter l'apparition de résistances nécessaires. Et finalement, les deux, pour moi, sont les deux importants pour évaluer la charge parasitaire, donc le nombre de parasites que nous avons dans l'animal, et savoir si les traitements s'imposent. Et on devrait faire aussi des tests pour vérifier si notre traitement fonctionne. On ne peut pas donner un médicament et laisser l'animal comme ça sans savoir si ça a bien marché. Donc ça, je l'ai laissé pour vous, pour que vous le téléchargez. C'est un peu l'explication de tout ça que je viens de dire. Donc on a besoin de faire de l'analyse pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'animal, pour savoir si ce sont des parasites zoonotiques qui peuvent affecter les propriétaires ou des populations qui sont proches des animaux. Pour choisir les meilleurs médicaments, nous n'avons pas de vaccins, donc on doit essayer d'avoir les meilleurs traitements. Il y a certains médicaments qui sont d'un spectre d'action très étroit, donc on doit être certain qu'on vise les parasites qu'on veut. Donc, le point 4, ça m'amène encore à l'importance de savoir qu'on ne va pas enlever tous les parasites de nos animaux. On va avoir une base de parasites qui va générer un peu d'immunité et va protéger nos animaux. Donc, on veut des parasites, des animaux capables de contenir des parasites et d'être capables de contrôler la population et sans faire trop de dégâts. Et finalement, la question qui m'amène aujourd'hui, c'est vérifier l'efficacité d'un traitement. On ne peut pas surveiller la résistance aux antiparasitaires si les gens ne font pas des tests de vérification. Donc, nous avons besoin de convaincre les producteurs et les propriétaires qu'après un traitement, c'est bien faire un test pour savoir s'il reste des parasites à l'intérieur et si ces parasites sont des parasites résistants. Donc, la dernière partie, je vais parler très vite d'un exemple de résistance aux antiparasitaires au Québec. Ça va être l'exemple des moutons. Mais pour les gens qui ne me croient pas qu'il existe des problèmes avec des antiparasitaires, j'ai mis certains papiers qui sont sortis dernièrement qui montrent qu'il y a des résistances chez les chiens, chez les chats, chez tous les animaux et même chez les tiques. Les tiques sont en train de devenir résistants. Donc, on va avoir un problème d'ici à quelques années avec la transmission des maladies vectorielles à cause des tiques. Donc, j'ai dit que j'avais un exemple. Donc, je vous parlais des Haemonchus contortus, vous savez ici, les tiques verts.
Donc, c'est un parasite très fréquent au Québec. Et c'est très prévalent, et c'est très pathogène, c'est hématophage, va se nourrir du sang des moutons. Et c'est très peu immunigène, donc les animaux ne deviennent pas immunisés une fois qu'ils sont infectés. Donc ici, vous savez le cycle de vie. Donc vous savez un petit mouton qui est en train de se nourrir. Il va manger les larves de ces parasites-là qui vont se développer en adultes. Les adultes vont s'accoupler et ils vont produire des œufs qui vont contaminer l'environnement. Donc les œufs vont écloser. Les larves vont monter dans l'herbe et vont être à disposition pour être mangées pour un nouveau animal qui va devenir infecté. Donc, ça fait le cycle de vie de ces parasites. C'est très simple. Mais pourquoi c'est difficile de se battre contre ces parasites-là? Donc, de façon traditionnelle, ces parasites étaient attaqués avec deux médicaments, l'ivermectin et le benzimidazole, mais on traitait sans faire un diagnostic parce que les diagnostics traditionnels étaient trop longs à faire. Ça prenait 3 semaines de savoir s'il avait ces parasites-là. Au laboratoire, on devait prendre dessus, les faire écloser, faire pousser les larves, les regarder au microscope à la loupe, au binoculaire, et savoir si était notre parasite. Donc, les producteurs avaient besoin de traiter avant, donc ils sont pris, et les vétérinaires aussi, ils sont pris en charge tout ça et commencé à traiter sans savoir qu'est-ce qu'il avait dans l'animal. Donc ici, vous savez le système de traitement classique qui était proposé avant. Donc ici, vous savez les différents moutons. Et à l'intérieur, il y a des moncus. En bleu, vous savez des parasites qui sont sensibles aux médicaments, donc ils vont être tués. Et des parasites naturellement résistants en mauve. Et ici, vous savez, un pouls dans l'environnement, parce que c'est important de savoir qu'il y a des pouls de parasites dans l'environnement, pas seulement dans les animaux. Donc, on traitait les animaux, on tuait tous les parasites sensibles, mais seulement les parasites résistants restaient à l'intérieur des animaux. Donc, les parasites résistants pondent des œufs qui contaminent l'environnement et les animaux se recontaminent. Donc, on commence à augmenter notre charge de parasites résistants. Donc, imaginez-vous pendant 10 ans la quantité de parasites résistants que vous pouvez accumuler dans vos animaux. Donc, ça a été la façon classique. On commence à voir que les troupeaux sont très affectés. Il y a des animaux qui meurent et il y a des grosses pertes économiques pour les producteurs. Donc, qu'est-ce qu'on propose? On propose de tester pour la résistance. Donc, on propose les producteurs, les vétérinaires guider les producteurs pour faire un test, prendre des fesses des animaux les jours qu'ils vont les traiter. Nous allons détecter les parasites au laboratoire et 14 jours plus tard, après le traitement, on va refaire la même chose. Ça nous permet de voir s'il y a une réduction dans le nombre de parasites et classer la ferme ou les troupeaux en absence de résistance si la moyenne tombe en dessous de 90%, une suspicion de résistance quand c'est autour de 90% et une résistance présente quand c'est plus bas de 90%. Donc ça, c'est un outil très simple, mais que ça va nous aider vraiment à guider les producteurs. Dans le cadre de cette étude, on a eu le financement pour 2 projets que vous savez ici, les sièges et tout ça. Donc, en collaboration, l'Université de Montréal, l'Université McGill, Agriculture Canada, les CEPOC et les MAPAC. Donc, ça, je pense que c'était un bon projet qui est en train de donner de bons résultats. Donc, ici, je vous présente la carte catastrophique, je l'appelle comme ça. Donc, ici, vous savez la réduction dans le nombre de œufs quand on a surveillé les troupeaux en pâturage au Québec. Et ici, vous savez en vert, la somme safe, donc il n'y a pas de parasites résistants. Donc, vous voyez seulement 3 troupeaux au Québec qui n'avaient pas de résistance chez les moutons. Par contre, il y avait des autres où la résistance était présente dans un degré plus ou moins élevé. Donc, maintenant, on est en train de travailler pour élucider les niveaux de résistance avec McGill, avec des nouveaux tests génétiques pour trouver la résistance, et aussi à la faculté, comme je vais vous montrer. Donc, je vous disais qu'avant, ça nous prenait 3 semaines de savoir si on avait des moncus dans le pâturage ou dans nos animaux. Maintenant, un étudiant à mon laboratoire a développé un test, je trouve très joli, et dans lequel on est capable de faire une tinction spécifique des œufs d'un moncus. Donc, on peut les détecter au microscope. Donc, tout ça qui allume en vert va être d'un moncus. On a des œufs des autres parasites qui n'allument pas. Donc, ce sont des parasites qui ne vont être pas pathogènes pour les moutons. Donc, on ne doit pas se préoccuper à ce point-là. Donc, on a pris cette idée, on l'a miniaturisée dans des microplaques. Et maintenant, on peut lire la fluorescence dans une machine automatisée, des choses comme ça. Donc, en regardant l'émission de fluorescence, on peut dire les producteurs, vous savez un nombre exact d'hémoncus dans votre échantillon, vous devrez traiter. On a mis des seuils qui va les permettre de savoir si traiter les animaux, si attendre, si continuer à surveiller. Donc, ça montre que l'investissement en médecine vétérinaire et à la faculté aide beaucoup à les producteurs. Donc, je vous anime à continuer à le faire.
Et ici, ça c'est une question de perception. Ce sont des différentes stratégies alternatives au traitement avec des médicaments. Et c'est un papier qui a été publié en 2009 et montre l'acceptation des gouvernements et des producteurs pour appliquer cette technique. Comme vous voyez, il n'y a pas trop d'acceptation de plein de techniques. Ici, vous avez des stratégies basées sur les médicaments. Il y a des acceptations élevées pour faire l'administration orale correcte. Donc, les producteurs sont conscients qu'ils doivent faire bien l'application. Mais par contre, il y a des autres choses faciles, comme voir les espèces de parasites qu'il y a à l'intérieur de l'animal, que l'acceptation, c'est vraiment faible. Si on regarde de ces stratégies axées sur la gestion, c'est encore pire. Il manque de connaissances énormes de génétique. Donc, on doit faire encore plus d'études et vulgariser un peu plus c'est quoi la génétique, comment on va aider à la production. Et finalement, si on regarde les stratégies basées sur la technologie, là, on arrive à un problème. Il y a des systèmes de contrôle, comme les champignons qu'on pourrait mettre dans le champ, qui peuvent contrôler les parasites. Aucune connaissance au Québec. Des marqueurs génétiques, ça serait bien savoir si un animal va être résistant, sensible aux parasites. Donc, on a besoin d'entreprises d'élevage qui prennent en charge ça et qui font des collaborations avec des groupes de recherche pour trouver des nouveaux marqueurs. Donc, la recommandation la plus facile, mais la plus compliquée à faire comprendre aux producteurs que nous avons sortis de notre projet, c'est appliquer le concept de refuge. Donc, ça, c'est une technique qui s'est déjà appliquée en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Angleterre, dans des pays avec des forts problèmes parasitaires. Donc, dans ces sortes de traitements, on propose de garder une partie de la population des animaux sans traiter. Donc, il va rester des parasites sensibles à l'intérieur qui vont contaminer l'environnement et vont recontaminer les animaux. Donc, nos vermifuges vont continuer à fonctionner pendant un certain temps, parce qu'à long terme, c'est certain que pendant 30 ans, à long terme, les parasites résistants vont prendre la place. Mais ça nous aide beaucoup à ralentir l'apparition des résistances en attendant que nous avons de nouvelles molécules. Donc, ça semble trop compliqué, mais on est en train de développer des programmes de mobilisation de connaissances à l'Université de Montréal et en collaboration avec les CEPOC et les MAPAC. Donc, on est en train de faire des animations graphiques, des vidéos pour expliquer les vétérinaires et les producteurs, des fiches techniques. Donc, nous sommes vraiment supportés pour les MAPAC et l'Université de Montréal pour faire tout ça. Et on va avoir tout ça disponible en janvier-mars 2018 au site web des services diagnostiques de la faculté. Donc, je vous invite à nous visiter. Finalement, je voulais faire un aperçu rapide de mon laboratoire de recherche, simplement pour vous montrer qu'il y a plein de parasites et plein de problèmes que nous sommes en train d'attaquer. Donc, on essaie de trouver de nouveaux médicaments pour différentes maladies parasitaires comme la leishmaniose ou la cryptosporidiose en collaboration avec des compagnies pharmaceutiques comme GSK. Nous sommes en train de trouver de nouveaux mécanismes de résistance, de nouveaux tests comme les tests pour les moutons que je vous montrais, mais aussi il y a de nouveaux tests PCR pour la cryptosporidiose qui s'en vient bientôt. Et nous sommes en train d'essayer de développer des vaccins pour la giardiose et la cryptosporidiose qu'on pense dans un futur quand même proche, vous pourrez profiter. Donc, ça, c'est la dernière diapo. Donc, le message à retenir, c'est que le parasitisme est en train de changer au Québec. On doit être préparé. Et les parasites sont présents dans tous nos animaux. On doit comprendre les parasites pour mieux les contrôler. Certains de ces parasites sont dangereux pour les êtres humains, donc on doit les contrôler. On doit utiliser des vermifuges, d'antimicrobiens, c'est tout le temps la même chose, mais d'une façon rationnelle, pour avoir de bons programmes de prévention et de traitement. Et le message positif, c'est qu'on peut vraiment ralentir l'apparition des résistances. Donc, merci beaucoup.